Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Le dossier Lacerta. Voilà un sujet qui déchaîne les passions. On constate en général trois positions face à cette affaire. Nous avons soit des personnes qui nient totalement les informations, sans consacrer le moindre instant à une possible véracité. Soit celles qui y adhèrent à 100%, sans forcément remettre en question les informations qui y sont transmises. Soit des personnes totalement indifférentes pour qui ce thème ne mérite même pas d'être traité. Mais au fait, c'est quoi au juste le dossier Lacerta ? Eh bien, il s'agit d'une interview réalisée en décembre 1999 en Suède par un certain Monsieur Holé. Ce document de 46 pages et de 40 questions est généralement plus connu en France sous le nom du dossier Lacerta, entretien avec une reptilienne. Et oui, c'est là que le bât blesse. L'interview de Monsieur Holé n'est pas vraiment une rencontre ordinaire, puisque comme vous l'aurez compris, la personne qui va prétendument répondre aux questions n'est pas un être humain, mais une reptilienne. Comprenez, une entité humanoïde originaire de la Terre, mais issue d'une lignée de sauriens et appartenant au règne des reptiles, donc un reptilien. Ou en l'occurrence une reptilienne, puisqu'il s'agirait ici d'une femelle, se faisant appeler Lacerta. Alors, en général, dès que le mot reptilien est prononcé, on est instantanément assimilé à des complotistes, des hurluberlus ou des frappadingues. Mais dans ce dossier, ces entités non mammaliennes sont quelque peu différentes des traditionnels extraterrestres tyranniques visant à contrôler, asservir et dominer l'humanité dans l'ombre, dissimulés derrière nos dirigeants politiques ou toutes les grandes familles de l'histoire. Le dossier Lacerta nous offre une vision nouvelle sur la possibilité de l'existence d'une forme de vie avancée et intelligente de type reptilienne, et surtout non exogène, puisque originaire de notre belle planète bleue. Cette interview est un sujet extrêmement complexe et long à traiter, puisque le dossier de 1999 n'est que le premier. En effet, une seconde interview sera prétendument réalisée en 2003, clôturant le dossier. Nous n'allons pas traiter dans cette vidéo de la véracité des propos ou de l'authenticité de ce document. Nous allons tenter de rassembler les informations obtenues afin de mieux comprendre qui pourraient être ces reptiliens terriens, leurs caractéristiques, leur histoire et leur interaction possible avec notre espèce. Bien évidemment, sur un dossier de 46 pages et de 40 questions, nombre d'informations ne correspondent pas à cette démarche et vont traiter de la spiritualité de cette civilisation ou de leurs mœurs, ce qui ne correspond pas vraiment à la première approche que nous voulons donner à ce dossier. Pour toutes celles et ceux que ce dossier intéresserait, l'intégralité de cette interview peut se trouver extrêmement simplement sur Internet. Mais pour ceux qui ne désireraient pas lire la 50aine de pages qu'il compose, une vidéo sera mise en ligne sur cette chaîne, vous permettant d'écouter tranquillement l'intégralité du dossier Lacerta. Avant de se pencher sur les informations données par cette prétendue reptilienne, commençons par analyser le nom de ce dossier. Lacerta. Le terme Lacerta désigne un genre de sauriens de l'ordre des reptiles, comprenant plusieurs espèces de lézards extrêmement répandus en Europe, comme le lézard vert ou le lézard des murailles de nos jardins par exemple. Pour vulgariser un peu les choses, Lacerta égale lézard. Bon, jusque-là, du coup, on est plutôt dans la thématique. Un dossier Lacerta qui parle d'êtres reptiliens, d'hommes lézards, pour l'instant, ça tient la route. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.
La première question qui correspond au sujet de cette vidéo va tout simplement être la première de l'interview. Le journaliste, se tenant face à cet individu reptilien femelle, lui aurait alors demandé « Qui êtes-vous et qu'êtes-vous ? Êtes-vous d'une race extraterrestre ou bien un être originaire de cette planète ?» La réponse de l'asserta fut la suivante. Comme vous le voyez de vos propres yeux, je ne suis pas un être humain, comme vous, et je ne suis même pas vraiment une mammifère, en dépit du fait que mon apparence corporelle présente des traits qui appartiennent aux mammifères, et qui résultent d'une évolution. Je suis un être reptilien femelle. J'appartiens à une race reptilienne très ancienne, native de la Terre. Nous avons vécu sur cette planète depuis des millions d'années. Nous sommes mentionnés dans vos écrits religieux, comme la Bible chrétienne par exemple, et de nombreuses tribus anciennes connaissaient notre existence et nous adoraient comme des dieux, par exemple les Égyptiens et les Incas. Votre religion chrétienne a méconnu notre rôle dans la création, et décrit notre race comme un serpent maléfique. C'est faux. C'est une race extraterrestre, qui a conçu votre espèce par génie génétique, et nous n'étions que des visiteurs plus ou moins passifs dans ce processus d'évolution accélérée. Vous devez savoir, comme certains de vos scientifiques l'ont deviné, que votre espèce a évolué à une vitesse qui serait normalement complètement impossible en l'espace de 2 à 3 millions d'années. Une évolution normale est un processus beaucoup plus lent, mais vous ne l'avez pas compris. La création de votre race a été faite artificiellement, par génie génétique, non pas par nous, mais par une race extraterrestre. Vous me demandez si je suis extraterrestre, je réponds non. Nous sommes néthériens. Nous avions et nous avons toujours des colonies dans le système solaire, mais notre origine est cette planète-ci. C'est notre planète et non la vôtre, elle n'a jamais été la vôtre. Cette première réponse de l'asserta est extrêmement riche en informations que nous pouvons regrouper avec des faits et observations actuelles. Premièrement, l'espèce de reptilien dont est issue l'asserta n'est pas une race extraterrestre exogène, contrairement à l'idée généralement admise quand on aborde le sujet des reptiliens. Nous sommes donc en présence d'une grande nouveauté idéologique, avec une espèce non humaine et non mammalienne originaire de la Terre, et non d'une lointaine planète appartenant à un autre système planétaire. Ce premier point est extrêmement important car il permet d'ancrer les origines de cette espèce reptilienne et de légitimer leur présence sur Terre, qui de ce fait devient non plus une planète colonisée, comme c'est généralement le cas avec les entités reptiliennes exogènes, mais bel et bien leur planète légitime. Deuxièmement, les propos de l'asserta sur les origines de notre espèce humaine, l'Homo sapiens sapiens, rejoint les traductions et interprétations des textes antiques sumériens qui stipulent que notre espèce fut créée par des dieux venant d'une autre planète, donc extraterrestre. Si on se base sur les traductions et interprétations de Zecharia Sitchin, illustre sumérologue du XXe siècle, ces dieux nommés Anunnaki ont procédé à des hybridations génétiques entre les espèces humaines primitives de la Terre, de type Australopithèque, avec leur propre génome afin de donner naissance à notre espèce. Ce faisant, ces Anunnaki, ce qui signifie littéralement « ceux qui du ciel sont descendus sur terre », ont permis de propulser l'évolution des hominidés terrestres et de leur permettre de gagner des millions d'années d'évolution. Ce troisième et dernier point peut d'ailleurs être mis en relation avec les travaux scientifiques de Bleuette Dillot, historienne et chercheuse française, qui est parvenue à démontrer que le génome humain avait subi il y a plusieurs millénaires au moins 2 manipulations, ayant modifié son ADN et donc engendré notre espèce telle qu'elle est aujourd'hui. Ces travaux permettent notamment d'expliquer le fossé génétique et évolutionnaire de l'Homo sapiens sapiens, tout en concordant avec de très nombreux textes antiques à travers le monde, dont les légendaires tablettes sumériennes. Avec cette première réponse, l'asserta nous offre donc une forte corrélation historique et scientifique, tout en apportant une nouvelle vision idéologique de la pluralité possible d'espèces intelligentes terrestres. On peut d'ores et déjà dire que le décor est planté, puisque nous avons une reptilienne humanoïde terrestre qui évoque des entités extraterrestres et une création génétique ayant donné naissance à notre espèce. La seconde question de cette interview qui nous intéresse est la suivante. Quel âge avez-vous ? La réponse de l'asserta fut la suivante.
Nous ne mesurons pas le temps comme vous, en années astronomiques correspondant aux révolutions de la Terre autour du Soleil, parce que nous vivons généralement sous la surface de la planète. Notre mesure du temps est basée sur le retour périodique de certains cycles du champ magnétique terrestre. Selon cette mesure, et exprimée avec vos chiffres, mon âge actuel est de, laissez-moi calculer, 57 653 cycles. J'ai atteint ma phase adulte et ma prise de conscience, il y a 16 337 cycles, c'est une date très importante pour nous. Selon votre temps humain, j'aurai à peu près 28 ans. Bien évidemment, ce n'est pas l'âge de Lacerta qui est intéressant dans ces informations, mais bel et bien le fait que cette espèce de reptilien ne vivrait pas à la surface de la Terre, sous-entendu, sous la surface de notre planète. Cette information reste toutefois timide et n'est pour l'instant que très légèrement abordée. Elle est toutefois appuyée par un détail pertinent dans le fait que cette espèce ne mesure pas le temps par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil, mais par rapport au cycle du champ magnétique terrestre, ce qui est parfaitement logique quand on vit sous Terre et que l'on n'a pas d'accès aisé au monde de la surface. On notera toutefois que, concernant les cycles du champ magnétique terrestre, les scientifiques ont constaté depuis quelques années un déplacement extrêmement rapide des pôles magnétiques. Ce phénomène tend d'ailleurs à s'accélérer puisque les dernières mesures démontrent que le pôle Nord, par exemple, se déplace actuellement de près de 55 km par an, se plaçant désormais non plus au nord du Canada, mais en Sibérie. S'agit-il du cycle magnétique terrestre abordé par Lacerta, ou bien d'une simple perturbation? Seul l'avenir nous le dira. La troisième question de ce dossier qui va nous intéresser est la suivante. Quelle est votre tâche? Avez-vous un travail comme nous? La réponse de Lacerta fut la suivante. En utilisant vos mots, je dirais que je suis une étudiante curieuse du comportement social de votre espèce. C'est pour cela que je suis ici et que je vous parle, et c'est pourquoi je vous révèle ma nature réelle. C'est pour cela que je vous donne ces informations secrètes, et que j'essaierai de répondre honnêtement à toutes les questions que vous avez écrites sur toutes ces feuilles de papier, là. Je verrai comment vous réagissez, et comment réagissent d'autres êtres de votre espèce. Il y a tant de fous et de menteurs de votre espèce sur cette planète, qui affirment détenir la vérité sur les ovnis et les extraterrestres, etc. Certains d'entre vous croient à ces mensonges. Cela m'intéresse d'observer comment votre espèce va réagir si la vérité, que je vous dirai maintenant, est rendue publique. Je suis certaine que chacun d'entre vous va refuser de croire à ma parole. J'espère ne pas être dans l'erreur, car vous avez besoin de me comprendre, si vous voulez survivre dans les années qui viennent. Les informations que nous pouvons tirer de cette réponse nous éclairent donc sur la nature réelle de cette interview, puisque Lacerta agit dans un but d'étude de notre espèce et de son comportement social et psychologique. Elle n'est donc pas une émissaire ou une ambassadrice de cette espèce reptilienne qui désirerait prendre contact avec la nôtre, mais bien une entité propre qui agit en son seul chef dans le cadre d'une étude et de recherche de connaissances. On notera quand même à la toute fin de sa réponse une petite note apocalyptique, une petite prophétie catastrophique pour notre futur proche, ce qui permet à la fois d'accentuer le suspense et de tenir le spectateur en alerte. Ces prévisions des années à venir peuvent toutefois se vérifier facilement au vu des innombrables crises qui mettent notre planète entière à genoux, tant sur le plan écologique, social, idéologique ou économique. La prochaine question qui va nous intéresser fut la suivante. Les ovnis sont-ils de vrais objets volants pilotés par des extraterrestres ou appartiennent-ils à votre espèce? La réponse de Lacerta fut la suivante. Nous avons aussi une petite flotte de disques volants, mais les ovnis de ce type appartiennent généralement à une race extraterrestre. Les ovnis de forme triangulaire appartiennent généralement à vos propres militaires, mais ils les ont construits en utilisant une technologie extraterrestre. Si vous vouliez voir l'un de nos vaisseaux, il faudrait que vous alliez regarder le ciel de l'Arctique, de l'Antarctique et de l'Asie intérieure, surtout au-dessus des montagnes de cette zone. Dans sa réponse, Lacerta nous offre plusieurs informations importantes. Tout d'abord, elle réitère le fait que des races extraterrestres sont présentes sur Terre, se déplaçant notamment via des disques volants, nos légendaires soucoupes volantes. Ensuite, elle affirme que les reptiliens de son espèce sont technologiquement très avancés, puisqu'ils disposent d'une flotte de vaisseaux.
De plus, elle nous offre différentes localisations susceptibles de correspondre à des bases ou des lieux de sortie des différents membres de son espèce, à savoir l'Arctique, l'Antarctique et l'Asie intérieure, qui sont, avouons-le, des lieux relativement peu fréquentés et leur permettant donc de ne pas être repérés. Pour finir, Lacerta affirme que les militaires de notre espèce, nos propres forces armées, possèdent certains vaisseaux de type OVNI, généralement de forme triangulaire, tels que ceux qui déchaînèrent la chronique lors de la grande vague d'OVNI belge à la toute fin des années 80 et au début des années 90. Une dernière information, très intéressante, peut également être tirée de la réponse de Lacerta sur les ovnis, puisqu'elle affirme que nos militaires posséderaient une certaine technologie exogène, tenue malheureusement pour nous secrète. Si on met de côté l'énorme logo complotiste de cet aveu, on peut bien évidemment faire un lien direct entre cette information et le crash de Roswell au Nouveau-Mexique en 1947, où l'armée américaine aurait récupéré les restes d'un appareil extraterrestre et aurait probablement, par rétro-ingénierie, pu développer toutes sortes de technologies innovantes et révolutionnaires durant les années qui suivirent, telles des fours à micro-ondes ou des microprocesseurs par exemple. La prochaine question qui va nous intéresser fut la suivante. Avez-vous un symbole spécial ou quelque chose de ce genre permettant d'identifier votre race? Réponse de Lacerta. Nous avons deux symboles majeurs pour représenter notre race. L'un, le plus ancien, est un serpent bleu avec 4 ailes blanches sur champ noir. Ces couleurs ont une signification religieuse pour nous. Ce symbole était utilisé par certaines parties de ma société, mais maintenant il est devenu extrêmement rare. Vous autres humains l'avez copié trop souvent dans vos anciens écrits. L'autre symbole représente un être mystique, que vous appelleriez un dragon, représenté sous la forme d'un cercle contenant 7 étoiles blanches. Ce symbole est plus courant de nos jours. Si vous voyez l'un de ces symboles sur un appareil cylindrique, tel que celui que je vous ai décrit, ou sur une installation souterraine, cela signifie que cet appareil ou cet endroit nous appartiennent définitivement. Et je vous conseille de vous en éloigner aussi vite que possible. Une fois de plus, les informations transmises par Lacerta vont pouvoir être mises en relation avec des faits très intéressants. Le second symbole, énoncé dans la réponse, représente un dragon en cercle comportant 7 étoiles. Un dragon accompagné de 7 étoiles. Non, au risque d'en décevoir certains, je ne pense pas que Lacerta fasse référence à Dragon Ball. Plus sérieusement, cela peut se reporter directement à l'Ouroboros. L'Ouroboros est un symbole antique utilisé dans de très nombreuses cultures, que ce soit mésopotamienne, égyptienne, védique, nordique, celte, asiatique, australienne, mésoaméricaine ou nord-américaine. Ce symbole extrêmement ancien, également utilisé par les alchimistes, possède une très forte signification ésotérique et spirituelle. Il fait référence à la planète Terre de par la forme circulaire, ainsi qu'au cycle d'évolution refermé sur lui-même. L'Ouroboros est également un symbole très fort de paradoxe, puisque la créature représentée, serpent ou dragon, se mord la queue. Concernant les 7 étoiles que renferme ce symbole, Lacerta va nous en expliquer toute la symbolique dans la prochaine question. Est-ce que les 7 étoiles que vous mentionnez dans votre second symbole représentent les Pléiades? La réponse de Lacerta fut la suivante. Les Pléiades? Non. Ce sont des planètes et des lunes, c'est le symbole de nos 7 anciennes colonies dans le système solaire. Les étoiles apparaissent sur un champ bleu, et le dragon en cercle symbolise la forme de la Terre. Les 7 étoiles blanches étaient la Lune, Mars, Vénus et les 4 lunes de Jupiter et de Saturne, que nous avions colonisées autrefois. 2 de ces colonies sont maintenant abandonnées, nous ne les utilisons plus. Il serait donc plus correct d'utiliser 5 étoiles. Nous apprenons donc ainsi ce que représentent les 7 étoiles du symbole de cette espèce reptilienne terrestre. Des colonies du système solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est bien la finalité de cette information, à savoir que cette espèce possède bel et bien une technologie extrêmement avancée, lui permettant de réaliser des voyages spatiaux et d'établir des colonies sur différents astres de notre système planétaire. On notera également une certaine logique et une cohérence dans l'énumération des colonies de cette espèce, puisque nous y retrouvons la Lune,
premier astre quand on quitte la planète Terre, mais également Mars et Vénus, les deux planètes telluriques les plus proches, et ensuite des satellites de Jupiter et Saturne, donc plus éloignés, ce qui pourrait correspondre à une certaine stratégie d'expansion dans le système solaire. La prochaine question posée par Monsieur Hollet va certainement être l'une des plus intéressantes. Pouvez-vous vous décrire vous-même en détail ? Je sais que des photos seraient utiles dans ce sens. Mais d'un autre côté, vous autres humains êtes des sceptiques invétérés, ce qui est très bien pour nous ainsi que pour les vrais extraterrestres, qui agissent secrètement sur cette planète. Donc, même si vous possédiez ces photos, de nombreux êtres de votre espèce diraient que ce sont des faux, que je suis une femme humaine masquée ou quelque chose comme cela, ce qui serait pour moi une offense. Vous devez comprendre que je ne peux pas vous donner la permission de faire ces photos de moi ou de mon équipement, pour plusieurs raisons, que je ne discuterai pas plus avant avec vous. L'une de ces raisons est que le secret de notre existence doit être conservé. L'autre est plus religieuse. Néanmoins, je vous permets de faire des croquis de mon apparence et de mon équipement que je vous montrerai plus tard. Je vais également essayer de me décrire, mais je doute que d'autres êtres de votre espèce puissent être capables d'imaginer mon apparence réelle à partir de quelques mots. En effet, la négation automatique de l'existence d'espèces reptiliennes et, en général, de toute autre espèce intelligente en dehors de la vôtre, fait partie de la programmation de votre esprit. Néanmoins, je vais essayer. Imaginez le corps d'une femme humaine normale, et vous pouvez assez bien vous représenter mon corps. Comme vous, j'ai une tête, 2 bras, 2 mains, 2 jambes et 2 pieds, et les proportions de mon corps sont identiques aux vôtres. Comme je suis femelle, j'ai 2 seins. En dépit de notre origine reptilienne, nous avons commencé à allaiter nos bébés au cours de notre processus évolutionnaire, il y a environ 30 millions d'années, car c'est la meilleure chose qui soit pour garder en vie les jeunes. L'évolution l'avait déjà fait pour votre espèce au cours de l'époque des dinosaures, et l'a fait un peu plus tard pour nous. Cela ne veut pas dire que nous soyons de réels mammifères. Mais nos seins sont aussi grands que ceux de la femme humaine, et d'une taille identique pour toutes les femelles de mon espèce. Les organes de reproduction sont les mêmes que ceux des humains, dans les 2 sexes, mais un peu plus petits. Ils sont visibles et ont la même fonction que les vôtres, un autre cadeau de l'évolution. Ma peau est principalement d'une couleur vert beige, plutôt vert pâle, et nous avons des dessins faits de taches irrégulières brunes, chaque tache mesurant 1 à 2 cm, sur le corps et le visage. Les dessins sont différents en fonction du sexe, mais les femelles en ont plus, spécialement sur le bas du corps et sur le visage. Dans mon cas, vous pouvez observer les 2 lignes de points au-dessus des sourcils, traversant mon front, sur les joues et au menton. Mes yeux sont un peu plus grands que les yeux humains, pour cette raison, nous voyons mieux dans le noir. Ce qui domine, c'est la large pupille noire, entourée d'un petit iris d'un vert brillant. Les mâles ont un iris vert foncé. La pupille est enfante et peut changer de taille, allant d'une minuscule ligne noire jusqu'à un large ovale en forme d'œuf. Notre rétine est extrêmement sensible à la lumière, et donc la pupille doit s'y adapter. La suite de la description: oreilles rondes externes, plus petites, mais meilleure audition. Sensibilité à une échelle de son plus large. Muscles permettant de fermer complètement les oreilles, sous l'eau par exemple. Nez plus pointu, forme de V entre les narines permettant de sentir les températures, une capacité qui s'est un peu émoussée avec le temps. Lèvres de la même forme que chez les humains, plus grandes chez les femelles, de couleur brune. Dents très blanches, fortes, plus longues et plus pointues. Une seule couleur de cheveux, brun verdâtre, mais tradition de teinture selon l'âge. Cheveux plus épais et plus forts. Pas d'autre pilosité sur le corps de couleur vert beige, avec des structures en écailles sur les cuisses et le haut des bras. 5 doigts un peu plus longs et fins que chez les humains. Peau lisse sans nos lignes, mais une combinaison en forme d'écailles avec des taches brunes chez les 2 sexes. Pas d'empreinte aux doigts. Peau plus douce. Petite corne pointue sur le dessus des 2 médius. Ongles gris et plus longs chez les mâles, 5 à 6 cm à bourron chez les femmes, pointus chez les mâles. Différence par rapport à l'espèce humaine, une sorte de crête le long de l'épine dorsale jusqu'au niveau des hanches, avec une forme compliquée, comportant des plaques, faites de peau et de tissu. Structure très sensible au toucher, et très innervée et vascularisée, qui a un rôle dans la sexualité, et la régulation de la température. Difficile de s'asseoir sur une chaise avec cela. Au soleil, les plaques se remplissent de sang reptilien, qui se réchauffe de plusieurs degrés, d'où grand plaisir. Pas de nombril. Naissance différente comparée aux mammifères. Autre différence mineure non visible car cachée par vêtements.
La réponse de Lacerta à cette lancinante question de l'apparence physique de ces êtres humanoïdes non mammaliens est certes très détaillée, mais peu enrichissante. En effet, sans grande surprise, la méticuleuse description de Lacerta correspond à l'apparence de reptiliens humanoïdes, tels que généralement admis dans l'esprit collectif, et mise en scène par les différents studios audiovisuels. Ce sont donc des reptiliens qui ressemblent à des reptiliens. Prochaine question. Vous dites que vous naissez d'une manière différente. Pondez-vous des œufs? Oui, mais pas comme les oiseaux ou reptiles primitifs. Croissance de l'embryon dans le centre maternel, dans un liquide protéique entouré d'une membrane calcaire en forme d'œuf mais très fine. L'œuf emplit totalement la matrice et l'enfant est totalement séparé du corps de la mère. Il y a aussi un cordon ombilical relié à un point caché dans les plaques du dos. À la naissance, l'œuf sort à travers le vagin, et le bébé utilise instinctivement les deux cornes de ses médius pour casser la coquille, et prendre sa première respiration. Bébé plus petit que les humains, 30 à 35 cm, œuf de 40 cm mais croissance jusqu'à 1,60 m et 1,80 m. La réponse de Lacerta sur le mode de mise au monde de cette espèce vient clairement appuyer l'idée générale de la lignée reptilienne. En effet, sans grande surprise, même si l'idée de voir un humanoïde pondre un œuf reste assez perturbant, de la part d'êtres reptiliens, cela ne choque pas énormément et permet d'ancrer définitivement dans l'esprit du lecteur les différences colossales entre des êtres mammaliens et des êtres reptiliens. Cette image extrêmement forte permet donc d'écarter définitivement toute ressemblance entre humains et Lacerta. Continuons dans le détail spécifique de cette espèce avec la question suivante. Au sujet de la température de votre corps, vous dites que vous aimez être au soleil. Quel en est l'effet? Nous sommes des reptiles, la température de notre corps dépend de l'environnement. Ma main est plus froide que la vôtre. Température normale. 30 à 33 degrés. Nu et les plaques du dos tournées vers le soleil, la température peut monter de 8 à 9 degrés en quelques minutes. Cette montée produit des hormones, chaque organe est plus actif. C'est le plus grand plaisir qu'on puisse imaginer, proche de l'excitation sexuelle. Aussi baignade en eau très chaude ou autre liquide. À l'ombre, la température redescend en quelques heures, sans dommage particulier. On a des pièces solaires en sous-sol, mais ce n'est pas aussi bien que le vrai soleil. Tout comme pour la question précédente, la réponse à cette dernière interrogation est sans grande surprise, car oui, les reptiles, ça aime les sources de chaleur, puisque ça ne possède pas de système de régulation thermique interne, ou du moins pas aussi performant que celui des mammifères. Toutefois, comme pour la question précédente, cela permet de cristalliser les différenciations entre reptiliens et humains, et donc de séparer clairement les caractéristiques de ces différentes espèces. Nous sommes des hommes singes, l'espèce de Lacerta sont des hommes lézards. Verts, avec des écailles, des yeux de vipère, qui pondent des œufs et qui aiment la chaleur. Autrement dit, des reptiliens quoi. Pour toutes celles et ceux qui connaissent déjà ce dossier, nous arrivons à la question qui va ouvrir la porte de la boîte interdite. Celle de l'histoire avec un grand H de cette espèce, qui est probablement la question number one de ce dossier. Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de l'histoire naturelle et de l'évolution de votre espèce? Est-elle très ancienne? Avez-vous évolué à partir de reptiles primitifs comme l'humanité a évolué à partir des singes? Ceci est une histoire complexe, qui va vous sembler incroyable, mais c'est la vérité. Je vais essayer de résumer. Il y a 65 millions d'années, beaucoup parmi nos ancêtres avancés de la race des dinosaures sont morts dans un grand cataclysme global. La cause de cette destruction ne fut pas naturelle, pas du tout un impact d'astéroïdes comme le croient vos savants, mais une guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis. Cette guerre se déroulait en orbite, et dans la haute atmosphère de votre planète. Selon notre connaissance limitée des premiers jours, ce fut la première guerre extraterrestre sur la planète Terre, mais ce ne fut pas la dernière. Et une future guerre est à craindre pour bientôt, alors qu'une guerre froide est en cours depuis 73 années sur votre planète. Les belligérants, dans cette guerre d'il y a 65 millions d'années, étaient de races extraterrestres avancées, dont les noms sont imprononçables dans votre langue. Je peux les dire mais leur prononciation originale heurterait vos oreilles. La première race était humanoïde comme votre race, mais plus ancienne, et originaire de votre univers, d'un système solaire de la constellation que vous appelez Procyon.
La seconde race, dont nous savons peu de choses, était une espèce reptilienne, qui n'avait rien à voir avec la nôtre, car nous avons évolué à partir de sauriens locaux sans influence extérieure, si l'on accepte la manipulation génétique réussie que nous avons effectuée nous-mêmes sur nos propres gènes. La première race humanoïde avait atteint la Terre environ 150 ans avant la race reptilienne, et avait construit ses colonies sur les continents de l'époque. Il existait une large colonie sur le continent que vous appelez aujourd'hui Antarctique, et une autre sur celui que vous appelez aujourd'hui Asie. Ces peuples vivaient avec des sauriens à l'apparence animale, sans problème. Quand la race reptilienne avancée arriva dans ce système, les colons humanoïdes originaires de Procyon tentèrent de communiquer pacifiquement, sans succès, et une guerre générale fut déclarée en quelques mois. Les deux espèces s'intéressaient à cette jeune planète, non pour sa biologie ni pour ses espèces sous-développées, mais pour une seule raison, les minerais, et surtout le cuivre. Les deux races voulaient le cuivre de la Terre. Pour cette raison, elles menèrent une guerre très longue dans l'espace et en orbite. L'espèce humanoïde sembla avoir le dessus au début, mais dans la dernière bataille les reptiliens décidèrent d'utiliser une arme expérimentale très puissante, une sorte de bombe à fusion, qui devait détruire les formes de vie sur la planète, mais sans atteindre les minerais de valeur ni le cuivre. La bombe fut tirée à partir de l'espace, et explosa en un point de notre planète que nous appelons maintenant Amérique centrale. Comme elle explosa dans l'océan, il se produisit une fusion imprévisible avec l'hydrogène, et son effet fut beaucoup plus fort que ce que les reptiliens en attendaient. Il en résulta une radiation mortelle, une surproduction d'oxygène fissile, des retombées de divers éléments, et un hiver nucléaire de presque 200 ans. La plupart des humanoïdes furent tués, et les reptiliens ne s'intéressèrent plus à cette planète au bout de quelques années pour des raisons inconnues, même pour nous. Peut-être à cause de la radiation. La planète Terre était seule à nouveau, et les animaux de surface moururent. L'un des effets de la bombe à fusion fut la retombée de divers éléments et matériaux créés par le processus, parmi lesquels l'iridium. Vos scientifiques considèrent maintenant l'iridium comme une preuve du choc de l'astéroïde qui aurait tué les dinosaures. C'est faux. Mais comment le sauriez-vous? La plupart des dinosaures moururent, non de l'explosion, mais des conséquences qui s'ensuivirent après la guerre, surtout l'hiver nucléaire et les retombées. Dans les 20 années qui suivirent, presque tous les dinosaures et les reptiliens étaient morts. Mais certains d'entre eux parvinrent à survivre encore 200 et 300 ans, puis moururent car le climat avait changé. À la fin de l'hiver nucléaire, au bout de 200 ans, il faisait plus froid sur Terre qu'avant. Certaines espèces avaient pu survivre malgré le cataclysme, poissons, requins par exemple, oiseaux, petits animaux rampants, vos ancêtres, différents reptiles et crocodiles, et une sorte de petit dinosaure avancé, qui s'était développé avec les grands reptiles animaux tels que celui que vous appelez Tyrannosaurus. Ce reptile marchait sur deux pattes, et ressemblait un peu à votre reconstruction de l'iguanodon. Il était de la même famille, mais il était plus petit, 1,50 m environ, avec des traits humanoïdes, une structure osseuse changée, le cerveau et le crâne plus grand, une main possédant un pouce capable de saisir les choses, un organisme et une digestion différents. Des yeux développés au milieu de la tête, comme les vôtres, et, plus important, une structure du cerveau nouvelle et améliorée. Ceci fut notre ancêtre direct. Des théories affirment que les radiations de la bombe générèrent les mutations des organismes de cette race nouvelle, mais ce n'est pas prouvé. Ce petit humanoïde dinosaure évolua pendant les 30 millions d'années qui suivirent pour passer de l'état animal à celui d'un être plus ou moins pensant. Comme je l'ai déjà dit, il faut généralement beaucoup plus de temps que vous ne croyez pour l'évolution d'une race, si cette évolution n'est pas provoquée artificiellement comme dans votre cas. Ces êtres furent assez intelligents pour ne pas mourir au cours des millions d'années suivants, car ils apprirent à changer leur comportement. Ils vécurent dans des grottes au lieu de rester dans le froid du plein air, et ils apprirent à utiliser des pierres et des branches comme premiers outils. L'utilisation du feu les aida à se réchauffer, surtout, à réchauffer leur sang, ce qui est très important pour la survie. Dans les 20 millions d'années qui suivirent, la nature divisa cette espèce en 27 sous-espèces, et il y eut des guerres de domination entre ces espèces. 24 de ces espèces s'éteignirent dans les guerres primitives, et au cours de l'évolution car leur organisme et leur mental n'étaient pas assez évolués pour survivre et, raison principale, ils n'étaient pas capables de transformer leur système de température sanguine en cas de changement climatique. 50 millions d'années après la guerre et la fin des dinosaures, il ne restait plus que 3 races reptiliennes avancées, et aussi technologiques, sur cette planète, en plus des autres animaux. Par croisement naturel et artificiel, ces 3 races furent unifiées en une seule race reptilienne. Et grâce à l'invention des manipulations génétiques, nous devînmes capables d'éliminer les gènes susceptibles de division dans notre structure génétique. Selon notre histoire et nos croyances, c'est à ce moment que notre race définitive, telle que vous me voyez aujourd'hui, fut achevée par génie génétique. C'était il y a 10 millions d'années. Notre évolution s'est pratiquement arrêtée à ce point, mis à part quelques changements mineurs en direction d'une apparence plus humanoïde des mammifères, mais sans division en sous-espèces.
Nous sommes donc une race très ancienne comparée à la vôtre qui, à cette époque, en était encore à grimper aux arbres comme des singes, alors que nous inventions des technologies, colonisions d'autres planètes de ce système, construisions de grandes villes sur cette planète, qui ont disparu sans laisser de traces, et manipulions nos propres gènes, alors que vos gènes étaient encore ceux d'un animal. Il y a 10 millions d'années, les petits simiès commencèrent à grandir et à descendre des arbres, encore à cause d'un changement de climat, surtout dans le continent dénommé Afrique. Mais leur évolution était très lente, ce qui est normal pour des mammifères. Si rien d'extraordinaire ne s'était produit pour votre espèce, nous ne serions pas là assis en train de discuter. Je serais dans ma confortable maison moderne et vous, dans votre caverne, vêtue de peau de bête et essayant de découvrir les secrets du feu, ou vous seriez peut-être dans l'un de nos eaux. Mais les choses ont tourné différemment, et vous vous prenez maintenant pour les rois de la création, vous pensez que c'est à vous de vivre dans une maison moderne, tandis que nous devrions nous cacher sous terre et dans des lieux retirés. Il y a environ 1,5 million d'années, une autre race extraterrestre arriva sur Terre, la première depuis 60 millions d'années, ce qui est surprenant. Cela vous surprendrait beaucoup, si vous saviez combien il y a de races extraterrestres, qui vivent sur votre planète aujourd'hui. À notre grand étonnement, cette race extraterrestre ne s'intéressait pas aux minerais ni au cuivre, mais à vous, les singes humanoïdes sous-développés. Malgré notre présence sur cette Terre, les extraterrestres décidèrent d'aider les singes à évoluer un peu plus vite, afin d'en faire dans le futur, une sorte de race esclave pour les guerres à venir. Le sort de votre espèce ne nous intéressait pas vraiment, mais nous n'aimions pas la présence de ces illogimes sur notre planète. Ils n'aimaient pas non plus notre présence dans leurs eaux galactiques. C'est pourquoi vos 6e et 7e créations furent l'occasion d'une guerre entre eux et nous. Vous pouvez en lire, par exemple, dans le livre que vous appelez la Bible, une très étrange description. La vérité est une histoire très longue et difficile. La réponse de la Certa à ces questions est une véritable invitation au voyage et au dépaysement historique et idéologique. La quantité d'informations contenues dans cette réponse est tout simplement colossale. Premièrement, les événements pré-disparition des dinosaures. D'après les dires de la Certa, il y a 65 millions d'années, leur espèce n'existait pas encore et la Terre était peuplée de dinosaures. Jusque-là, vous me direz, rien de bien différent à tout ce que l'on nous a enseigné. C'est ensuite que les propos de la Certa vont quelque peu bouleverser notre vision de l'histoire de la Terre et de la vie, puisqu'on apprend que 2 espèces extraterrestres seraient arrivées sur notre planète dans le but de recueillir des minerais, et plus précisément du cuivre, nécessaire à la création de technologies avancées. On notera que les propriétés physiques et chimiques de ce minerai sont bien connues dans le domaine technologique et électronique, puisque c'est le métal que nous utilisons principalement, et sur toute la planète, pour la construction d'objets électriques ou nécessitant la production ou le transfert d'électricité, ce qui corrobore le choix de ce métal présent en grande quantité sur notre planète. De plus, bien que légèrement différent, la notion d'être exogène venant sur Terre pour extraire des métaux précieux fait clairement référence dans l'esprit général aux Anunnaki et aux écrits cunéiformes de Mésopotamie, où les habitants de la planète Nibiru sont venus sur Terre pour y extraire de grandes quantités d'or afin de restaurer l'atmosphère de leur planète mourante. Mais attention! Il est clairement dit dans les propos de la Certa que ces espèces extraterrestres ne sont pas les Anunnaki tels que décrits dans les tablettes cunéiformes de Mésopotamie. On pourra uniquement faire un lien de corrélation entre les propos de la Certa sur ce sujet et les textes antiques de Sumer. La réponse de la Certa nous apprend également que la pluralité des espèces exogènes va de pair avec la pluralité d'origine biologique de ces espèces, puisque parmi les 2 races venues sur notre planète il y a 65 millions d'années, l'une était vraisemblablement semblable à la nôtre, donc probablement de type mammalienne, tandis que la deuxième était clairement reptilienne, sans toutefois aucun rapport avec l'espèce de la Certa, qui à cette époque reculée n'existait pas encore. On y apprend également que la rencontre entre ces 2 espèces extraterrestres venues sur Terre donna naissance à une terrible guerre. Nous avons donc une planète sauvage, peuplée de dinosaures, 2 espèces exogènes, une de type humaine et une reptilienne, et une guerre technologiquement avancée. Ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Dino Riders.
Plus sérieusement, les informations recueillies dans la réponse de Lacerta nous offrent également des indices sur la localisation des colonies de l'espèce mammalienne sur Terre. Elle stipule notamment que certaines de leurs bases terrestres se trouvaient en Antarctique. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais l'Antarctique est un continent recouvert de glace, avec un climat de froid extrême, et ne peut pas être habité par des individus non adaptés à ces conditions. Cet argument est parfaitement juste dans un contexte actuel. Mais si nous mettons en corrélation les informations de Lacerta avec 2 points précis, cet élément devient tout à coup nettement moins farfelu. Le premier point concerne la théorie de l'équateur penché, expliquée dans de nombreuses vidéos, y compris sur cette chaîne. Selon cette théorie, fort intéressante au demeurant, l'écorce de la croûte terrestre aurait basculé autour du manteau de magma de la Terre il y a environ 12 000 ans. Ce basculement aurait été d'environ 30 degrés, ce qui placerait les continents, avant ce basculement, dans une toute autre configuration. De ce fait, les côtes nord-est de l'Antarctique, par exemple, auraient alors été situées à plus de 2000 km vers le nord, les plaçant sous un climat continental et donc dénué de glace, pouvant ainsi accueillir une grande biodiversité et même, pourquoi pas, des colonies exogènes. Cet argument est appuyé par un second point, la désormais légendaire carte de Piri-Reis, un artefact anachronique qui montre les côtes nord de l'Antarctique non gelées, et ce à une époque où ce continent n'était même pas encore officiellement connu. Il paraît donc possible, si on élargit un peu notre vision étriquée de l'histoire, que le continent antarctique ait pu accueillir des colonies exogènes à une époque très reculée. La guerre qui perdura sur Terre entre les deux espèces exogènes il y a 65 millions d'années aura également des répercussions planétaires et dramatiques, puisque d'après Lacerta, les reptiliens engagés dans ce conflit utilisèrent une bombe à fusion afin d'exterminer leur adversaire. Cette arme expérimentale fut utilisée dans les océans aux abords de l'Amérique centrale, et la réaction en chaîne incontrôlée et imprévue de la fusion nucléaire avec l'hydrogène présent dans l'eau décupla la puissance initialement prévue. Bien évidemment, on notera la corrélation entre le point d'impact de cette arme dévastatrice reptilienne et le gigantesque cratère sous-marin de la péninsule du Yucatan sur les côtes est du Mexique, que nos scientifiques supposent être le point d'impact d'un géocroiseur gigantesque qui aurait causé la disparition des dinosaures. Si cette information n'est bien évidemment pas une preuve en soi, elle permet d'augmenter la possibilité d'explication quant à la raison de ce cratère, et offre une nouvelle théorie pour la disparition brutale des dinosaures il y a 65 millions d'années, venant tout de même s'appuyer sur des faits observables, puisque le cratère du Yucatan, il est bien là. On notera également la mention par Lacerta de la couche d'iridium, résultant de la fusion nucléaire de la bombe reptilienne, que l'on peut bien évidemment mettre en corrélation avec celle présente dans les strates géologiques de cette époque, et que nos scientifiques considèrent comme la preuve d'un impact gigantesque avec un géocroiseur. Suite à cette explosion démesurée et incontrôlée, Lacerta nous explique que, d'un, tous les grands animaux moururent, et que, de deux, les deux races extraterrestres quittèrent la Terre, soit exterminées, dans le cas des êtres exogènes mammaliens, soit repartis, on ne sait où et pour X raisons, dans le cas des méchants reptiliens. À ce moment-là de l'histoire de Lacerta, nous rejoignons celle qui nous est enseignée, avec une extinction de masse survenue il y a 65 millions d'années, ayant éradiqué les dinosaures et laissant une planète biologiquement dévastée, où ne survivent que les animaux de petite taille. Nous entrons alors dans la période post-disparition des dinosaures, et là aussi, les propos de Lacerta ne correspondent pas exactement à notre vision commune des choses. La reptilienne interviewée déclare qu'au cours des 30 millions d'années qui suivirent l'explosion dévastatrice, une petite espèce de dinosaure d'environ 1,50 m se développa de façon très intelligente et accélérée pour donner naissance à une espèce d'hominidés reptiliens primitifs, une sorte de Cro-Magnon reptilien.
Ces faits corroborent parfaitement les travaux menés par le géologue, paléontologue et directeur de recherche de l'Université d'État de Caroline du Nord, Monsieur Del Russell, qui développa dans les années 70 la théorie du reptoïde intelligent, d'après ses propres observations menées sur des crânes de troodons, un petit dinosaure bipède de la famille des vélociraptors et possédant une capacité cérébrale impressionnante, reconnu d'ailleurs par la communauté scientifique comme étant le plus intelligent des dinosaures. La théorie de M. Russell consistait à dire que si une espèce aux capacités intellectuelles et cérébrales aussi développées avait pu survivre à l'extinction de masse de la fin du Crétacé, et que son développement avait pu continuer sur plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années, les troodons auraient probablement donné naissance à une espèce de reptoïde intelligent. Comprenez par là, d'humanoïdes primitifs de type reptilien. La théorie de M. Russell est donc extrêmement proche des propos tenus par Lacerta quant à l'évolution de son espèce originelle durant les millions d'années qui suivirent la disparition des dinosaures. Il paraît toutefois évident que si une telle évolution génétique et un tel changement aussi radical s'est opéré sur une espèce de dinosaure, même déjà très intelligente, cela ne peut être que le résultat de l'iridium qui fut répandu dans l'atmosphère suite à l'explosion de la bombe à fusion. Lacerta tente toutefois de minimiser ce fait et le place discrètement sous forme de théorie non avérée, de façon à légitimer la présence de son espèce sur cette planète, et de ce fait tente de nous convaincre que eux sont les êtres légitimes de la Terre, tandis que nous, pauvres hybrides, ne sommes que des squatteurs. Mais si l'iridium de l'explosion du Crétacé est bel et bien la source de leur évolution vers une forme humanoïde, même primitive, alors ils ne sont pas le fruit de la nature toute puissante et résultent d'une manœuvre technologique indirecte et non naturelle. Si tel est le cas, ils ne sont pas plus légitimes que nous à habiter sur Terre, puisque sans l'intervention des reptiliens il y a 65 millions d'années, sans la bombe à fusion qui répandra de l'iridium sur toute la planète, ils ne seraient peut-être jamais devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. De plus, au même titre que pour les mammifères primitifs qui vivaient dans l'ombre des dinosaures géants et ne pouvaient de ce fait pas évoluer vers des formes plus complexes, de type primates par exemple, si les grands dinosaures n'avaient pas été éradiqués par la bombe et ses conséquences, l'espèce originelle de Lacerta, même très intelligente, n'aurait probablement pas pu évoluer vers une forme humanoïde, se répandre et dominer la planète. La légitimité de ces reptiliens par rapport à leur présence sur la Terre n'est donc absolument pas fondée, et cela ressemble davantage à une forme de domination de cours de récréation et de guéguerre de possession, mais c'est un autre débat. La troisième grande forme d'information révélée par Lacerta dans cette réponse va concerner directement notre espèce et son origine. Nous apprenons dans cette version reptilienne de l'histoire qu'il y a 1,5 million d'années, une autre race extraterrestre, les Ilogymes, vinrent sur Terre, non pas pour ses matières premières et ses minerais cette fois, mais pour nos ancêtres mammaliens, les premiers hominidés. Ce point peut parfaitement être mis en corrélation avec les écrits antiques sumériens, comme cité précédemment, où les Anunnaki vinrent sur Terre et créèrent l'homme afin de s'en servir comme esclave. Lacerta précise qu'il y a eu plusieurs générations de création, et au moins 7. Ce fait corrobore également les textes mésopotamiens stipulant que 7 générations furent créées par les Anunnaki avant qu'ils n'obtiennent le serviteur dont ils avaient besoin. On notera également une certaine concordance des dates entre le récit de Lacerta et les observations scientifiques officielles quant à l'apparition de certaines espèces ou paliers évolutifs, puisque le genre Homo, les hominidés dont nous faisons partie, sont apparus officiellement il y a 2,5 millions d'années. Mais ce n'est qu'il y a 1,5 million d'années que l'Homo erectus, l'homme dressé, fit son apparition. Il serait donc possible que le passage de la forme animale à la forme redressée, iconisée par l'apparition de l'Homo erectus, soit le résultat des manipulations opérées par les Ilogymes. La prochaine question qui va nous intéresser fut la suivante.
Vous mentionnez de nombreux faits concernant cette guerre il y a 65 millions d'années. Ceci s'est produit longtemps avant que votre espèce ne devienne intelligente, si je vous comprends bien. Comment pouvez-vous connaître autant de choses de cette première guerre et sur votre propre évolution? Notre savoir concernant la Première Guerre provient d'un objet ancien qui fut trouvé par nos archéologues il y a 16 000 ans, sur le continent que vous appelez aujourd'hui Amérique du Nord. Ils ont trouvé une sorte de plaque circulaire d'un diamètre approximatif de 47 cm, faite d'un matériel magnétique inconnu. À l'intérieur, un cristal plus petit était enchâssé, contenant une somme énorme d'informations codées dans sa structure moléculaire. Cette plaque mémorielle avait été manufacturée par les survivants de la race humanoïde issue de Procyon, qui avait survécu à la bombe, il y a 65 millions d'années, et était complètement intacte. Nos scientifiques furent capables de décoder les messages, et c'est ainsi que nous entendîmes parler pour la première fois d'un passé éloigné relié à la disparition des dinosaures. La plaque contenait des descriptions détaillées des deux espèces, mais beaucoup plus sur les humanoïdes, ainsi que des armes et des événements, y compris la bombe à fusion. Elle contenait aussi une description des animaux et des sauriens de la Terre, y compris notre espèce pré-intelligente. Le reste de notre connaissance sur notre évolution provient de l'étude des squelettes et des lectures et décodages de notre ADN. Vous voyez, nous connaissons la vérité sur nos racines depuis 16 000 ans. Avant cela, nos idées sur la question de notre origine étaient plutôt des croyances religieuses. La réponse de Lacerta va nous permettre de révéler 2 points de concordance. Premièrement, l'objet d'où provient les connaissances sur ces temps reculés, ce disque magnétique, fut découvert en Amérique du Nord. Et il fut précisé précédemment que le lieu d'impact de la bombe à fusion fut les mers bordant l'Amérique centrale. On pourra donc noter qu'il est probable que les êtres exogènes de type humain présents sur Terre il y a 65 millions d'années possédaient une colonie importante et peut-être même leur base principale dans cette région du monde. Cela expliquerait pourquoi les reptiliens ont frappé précisément cette zone et pourquoi l'objet en question fut retrouvé sur ce continent. Deuxièmement, Lacerta nous apprend que la technologie utilisée sur cet artefact était celle des cristaux, puisque le disque magnétique possédait en son centre un cristal, où avait été encodée une somme phénoménale d'informations sur les lieux, races et événements de l'époque. Cette technologie des cristaux peut être mise en corrélation avec le légendaire mythe de l'Atlantide. En effet, si on en croit les divers témoignages concernant la civilisation antédiluvienne de l'Atlantide, et plus particulièrement les écrits extrêmement troublants d'Edgar Cayce, les Atlantes possédaient une technologie avancée basée sur l'utilisation des cristaux, que ce soit pour stocker de l'information ou produire de l'énergie par exemple. De là à affirmer que les Atlantes soient les descendants de cette race exogène mammalienne, il ne faut peut-être pas abuser, mais on pourra noter une similitude entre la technologie utilisée chez ces 2 civilisations avancées. Prochaine question. Que s'est-il passé pour les 2 races extraterrestres? Nous ne savons pas exactement. Les humanoïdes survivants sur Terre sont morts dans les années qui suivirent la bombe, et les reptiliens ne revinrent jamais sur Terre, à notre connaissance. Il est possible que ces derniers n'aient pas pu physiquement revenir, parce que la matière entre les bulles a parfois de rapides mouvements. La théorie actuelle est que les 2 espèces ont cessé d'exister au cours des millions d'années. La réponse de Lacerta sur le devenir de ces 2 races extraterrestres n'apporte pas vraiment d'informations, puisque d'après elle, les 2 espèces ont tout simplement disparu, soit des suites de la guerre, soit pour X raisons. Mais le fait que ces 2 races sortent complètement de l'histoire est un atout extrêmement fort pour la suite, puisque cela laisse le champ libre à une toute nouvelle évolution terrestre. D'un point de vue purement scénaristique, ce choix est parfaitement logique. Question suivante. Vous avez mentionné des squelettes de votre espèce. Comment est-il possible que nos scientifiques humains n'aient pas trouvé trace de vous et de vos ancêtres, si vous viviez depuis tout ce temps sur notre planète? Nous avons trouvé beaucoup de squelettes de dinosaures primitifs, mais aucun d'un reptilien avancé, avec un crâne et un cerveau plus grand, et une main avec un pouce comme vous avez décrit. Mais si, vous les avez trouvés. Seulement, vos grands scientifiques n'ont pas été capables de reconstruire complètement les squelettes, parce que vous vouliez reconstruire des animaux reptiliens, pas des êtres intelligents.
Vous ririez si vous pouviez savoir combien de petits squelettes de sauriens, dans vos musées, sont en fait de fausses constructions d'êtres n'ayant jamais existé, parce que vous y avez inclus des os qui ne leur appartenaient pas et quelquefois, vous avez fabriqué des os artificiels pour compléter le saurien animal, que vous aviez besoin de reconstruire. Beaucoup de vos scientifiques sont conscients de ce problème. Mais ils n'en parlent pas en public, parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, alors ils affirment que les os étaient seulement manquants et que leur reconstruction est juste. Beaucoup d'os de notre espèce ont été utilisés pour reconstruire l'iguanodon, par exemple pour la main avec le pouce visible. Allez voir un iguanodon dans un musée, et vous verrez que j'ai raison. Un scientifique du pays que vous appelez les États-Unis a reconstruit un squelette de notre espèce presque parfaitement il y a quelques années, mais le gouvernement local, qui connaît partiellement notre existence, a confisqué cette reconstruction. Comme nous vivons sous terre maintenant depuis des milliers d'années, vous ne pouvez plus trouver aucun de nos cadavres ou squelettes. Cette question va faire basculer ce dossier dans un tout autre registre, celui du complotisme. Et oui, même les reptiliens intraterrestres s'y mettent. D'après la CERTA, nos scientifiques auraient non seulement falsifié des fossiles afin de pouvoir vendre leur belle histoire de la Terre au peuple crédule, mais de plus, le gouvernement américain aurait littéralement confisqué une reconstitution quasi parfaite d'un squelette de reptilien. Franchement, c'est pas leur genre quand même. Vous croyez vraiment que des personnes qui défendraient la liberté sur toute la planète pourraient se comporter comme ça ? Quoi qu'il en soit, bien évidemment, aucune preuve factuelle ne peut étayer les propos de la CERTA, et chacun devra donc se faire sa propre opinion en fonction de ses idées et de ses connaissances. Question suivante. Vous parlez parfois de villes souterraines et de soleils artificiels. Est-ce que vous suggérez quelque chose comme l'hypothèse de la Terre creuse ? Y a-t-il un second soleil à l'intérieur de la Terre ? Réponse de la CERTA. Quand je parle de notre patrie souterraine, je parle de systèmes de vastes cavernes. Les grottes que vous avez découvertes près de la surface sont minuscules en comparaison des vraies grottes et des énormes cavernes qui existent en profondeur, entre 2000 et 8000 mètres de profondeur, mais reliées à la surface ou à des grottes proches de la surface par de nombreux tunnels. Nous vivons dans de grandes villes et colonies à la technologie avancée, à l'intérieur de ces cavernes. Les sites principaux sont situés sous l'Arctique, l'Antarctique, l'Asie intérieure, l'Amérique du Nord et l'Australie. Quand je mentionne un soleil artificiel, il ne s'agit pas d'un vrai soleil, mais de différentes sources de lumière d'origine technologique, y compris gravitationnelle, qui illuminent les cavernes et les tunnels. Il existe dans chaque ville des zones spéciales comportant de forts émetteurs de lumière UV, que nous utilisons pour réchauffer notre sang. De plus, nous possédons quelques endroits ensoleillés à la surface, dans des zones très à l'écart, en Amérique et en Australie. Dans cette réponse, la CERTA affirme enfin clairement que la localisation de leur ville se trouve bien sous terre, et plus précisément dans d'immenses cavernes, entre 2 et 8 km de profondeur, au niveau des pôles et de l'Asie intérieure. Ces informations peuvent être mises en relation avec les éléments transmis par l'amiral Richard Byrd, un explorateur polaire et aviateur de l'US Navy, qui, en 1926, lors d'une expédition au pôle Nord, aurait découvert dans un mystérieux microclimat tempéré une entrée vers un monde intérieur de notre planète. D'après son témoignage recueilli dans son journal de bord, l'amiral Richard Byrd aurait pénétré dans une immense grotte souterraine, dont l'entrée se trouvait exactement au pôle nord de notre planète. À l'intérieur de cette cavité gigantesque résiderait une civilisation d'humanoïdes à la technologie extrêmement avancée, lui ayant confié leurs craintes sur le devenir de la planète, notamment face aux risques d'armement que nous pouvons aujourd'hui attribuer à l'arme nucléaire. Si on considère que les reptiliens de l'espèce de la CERTA sont en mesure de manipuler notre mental humain pour modifier notre vision de leur apparence, on peut supposer, compte tenu de la localisation géographique de la ville souterraine, de la technologie avancée et du message dévoilé, que Richard Byrd fut en contact avec l'une des cités reptiliennes intraterrestres de l'espèce de la CERTA. Mais tout ceci ne reste que des supputations et aucune preuve ne peut venir affirmer cette théorie. Question suivante. Retournons à votre histoire et à la nôtre. Vous avez mentionné la race des Elohim, qui ont créé notre race humaine. D'où venaient-ils et quelle était leur apparence? Qu'est-ce qui s'est produit quand ils sont arrivés? Sont-ils notre Dieu?
Les Elohim sont originaires de cet univers, du système solaire que vous appelez Aldébaran dans vos cartes du ciel. Ce sont des humanoïdes de grande taille, aux cheveux d'un blond inhabituel, à la peau très blanche. Ils évitaient la lumière du soleil, car cela blessait leur peau et leurs yeux. Ce qui est absolument incroyable pour une espèce, comme la nôtre qui adore le soleil. Ils semblaient très intelligents et pacifiques au début, et nous avons entamé des communications amicales avec eux plus ou moins. Mais plus tard, ils ont dévoilé leurs intentions réelles et leurs plans. Ils voulaient faire évoluer les singes vers une nouvelle race, et nous étions un facteur de dérangement pour eux sur leurs nouveaux eaux planétaires. Ils commencèrent par attraper 10 000 ou 20 000 de vos ancêtres simiens, puis ils quittèrent la planète pour plusieurs centaines d'années. Quand ils revinrent, ils rapportaient vos ancêtres, alors un peu plus humains. Puis ils quittèrent la Terre encore pour quelques milliers d'années, et les préhumains primitifs vécurent avec nous sans problème majeur. Ils avaient seulement peur de nos vaisseaux et de notre technologie. Les Elohim avaient enseigné leur mental, et augmenté leur cerveau ainsi que leur structure corporelle. Ils étaient alors capables d'utiliser les outils et le feu. Les Elohim revinrent alors plusieurs fois au cours de 23 000 ans, et accélérèrent la vitesse d'évolution de certains d'entre vous. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas la première civilisation humaine sur cette planète. Les premiers humains avancés ayant une technologie et un langage, vivaient il y a environ 700 000 ans sur cette planète, en même temps que des préhumains moins développés, car les Elohim avaient expérimenté différentes vitesses et étapes d'évolution. Vos scientifiques n'ont pas compris cela, car ils ont trouvé seulement les os de préhumains, et des dessins primitifs dans des cavernes, montrant des humains avancés et des objets volants. Cette race humaine génétiquement avancée vivait avec nous, mais en évitant tout contact avec mon espèce, car leurs enseignants Elohim les avaient déviés en leur disant que nous étions des monstres et que nous leur mentions. Au bout de quelques siècles, les extraterrestres décidèrent d'exterminer leur première création, et ils accélérèrent l'évolution d'une seconde création, grâce à une meilleure série de tests etc. La vérité, c'est que votre civilisation humaine moderne n'est pas la première sur cette planète mais déjà la 7e. Les constructions de la première race sont perdues, mais la 5e civilisation était celle qui a construit les vastes bâtiments triangulaires, que vous appelez pyramides d'Égypte il y a 75 000 ans. Vos Égyptiens ont seulement trouvé ces pyramides anciennes dans le sable, et essayaient sans grand succès d'en construire des semblables. La 6e civilisation est celle qui a construit les cités en ruine, que l'on trouve aujourd'hui sous la mer dans ce qu'on appelle la zone de Bimini, il y a 16 000 ans. La dernière création de la 7e race s'est faite il y a seulement 8500 ans. C'est la seule dont vous puissiez vous souvenir, et à laquelle vos écrits religieux se réfèrent. Vous vous basez sur des objets archéologiques et paléontologiques, qui vous montrent un faux passé très court, mais comment pourriez-vous savoir quelque chose des 6 créations précédentes? Et si vous trouvez des preuves de leur existence, vous les niez et vous interprétez les faits d'une manière erronée, partiellement à cause de la programmation de votre mental, et partiellement par pure ignorance. Je vais vous donner des informations concernant votre seule création actuelle, parce que les 6 créations précédentes sont perdues, donc elles ne vous concernent pas. Il y a eu une longue guerre entre les Elohim et nous, et aussi entre certains groupes d'Elohim les uns contre les autres, car beaucoup d'entre eux pensaient que cette recréation incessante d'une race humaine sur cette planète n'avait pas de sens. Les dernières batailles furent menées il y a 5000 ans, en orbite et en surface. Les extraterrestres ont utilisé des armes soniques puissantes pour détruire nos cités souterraines, mais d'un autre côté nous avons été capables de détruire beaucoup de leurs installations de surface, et de leurs bases dans l'espace. Les humains de votre série étaient très effrayés, lorsqu'ils observaient nos batailles qu'ils ont transcrites sous forme de mythes, leur mental n'était pas capable de comprendre ce qui se passait réellement. Les Elohim qui paraissaient comme des dieux aux 6e et 7e créations, leur ont dit qu'il s'agissait d'une guerre entre le bien et le mal et qu'il y avait des races bonnes et d'autres mauvaises. Ceci dépend certainement du point de vue d'où on se place. Cette planète était la nôtre, avant leur arrivée et avant qu'ils commencent à développer leur projet d'évolution de votre race. Dans mon point de vue, il était juste de les combattre pour notre planète. Il y a 4943 années de votre temps exactement, les Elohim ont quitté la planète à nouveau pour des raisons inconnues. Pour nous, c'est une date importante, que nos historiens appellent la victoire. Parmi nous, nombreux étaient ceux qui prirent contact avec certaines de vos tribus, plus au sud, au cours des siècles suivants, et purent les convaincre que nous ne sommes pas le mal, ce que les extraterrestres voulaient leur faire croire. Pendant ces derniers 4900 ans, de nombreuses autres races extraterrestres sont arrivées sur la planète. Certaines utilisant les mêmes vieux enseignements, et les programmations de votre mental, se sont fait aussi passer pour des dieux, mais les Elohim eux-mêmes ne sont jamais revenus. Précédemment, ils avaient laissé la planète pendant une durée d'environ 1 millier d'années, c'est pourquoi nous nous attendons à leur retour quelques jours dans le futur, soit pour procéder à l'achèvement de leur projet, soit pour exterminer également la 7e création. Mais nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé, pour répondre par avance à la question que vous alliez poser. Votre civilisation actuelle ne sait rien de son origine réelle, de son passé réel, de son monde réel ni de l'univers réel. Vous en savez très peu sur nous et notre passé, et vous ne savez rien de ce qui peut survenir dans le futur. Tant que vous ne comprendrez ni ne croirez ce que je dis, votre espèce sera en danger.
Je vous dis la vérité parce que votre ennemi, ce n'est pas nous. Vos ennemis sont déjà là et vous n'avez rien compris. Ouvrez les yeux ou vous allez avoir des ennuis bientôt. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, alors vous devriez vous souvenir de ceci. Cette réponse est sans conteste sur le podium des thèmes sulfureux. Les informations confiées ici par Lacerta sont bien évidemment à mettre en relation directe avec les écrits antiques mésopotamiens et les légendaires Anunnaki. Si nous croisons les propos de Lacerta avec les interprétations de Zecharia Sitchin, éminent sumérologue du XXe siècle, nous pouvons constater de très nombreuses concordances. Les tablettes sumériennes, vieilles de près de 6000 ans, témoignent de la création de notre espèce par des entités venues des cieux, les Anunnaki. Il est également stipulé que les Anunnaki ont décidé, après leur arrivée sur Terre, de modifier les hominidés primitifs de notre planète afin de créer une nouvelle race d'esclaves pouvant les servir. Cette création se fut en 7 fois, sur 7 générations, 7 hybridations, permettant d'optimiser toujours plus leur création afin qu'elles correspondent à leurs attentes. Les générations antérieures furent généralement exterminées jusqu'à la dernière, la 7e, autrement dit, nous. Si ces grands points historiques sont déjà extrêmement proches entre les textes antiques sumériens et les propos de Lacerta, les dates sont également très cohérentes. En effet, la présence de ces Anunnaki remonte d'après Zecharia Sitchin à plusieurs centaines de milliers d'années, et la civilisation sumérienne, remontant à environ 6000 ans, peut correspondre à la création de la dernière génération mentionnée par Lacerta, remontant à 8500 ans. On pourra également souligner le fait qu'à l'arrivée des Anunnaki sur Terre, la création d'une nouvelle race hybride n'était pas prévue, ce qui pourrait concorder avec l'esprit pacifiste de ces visiteurs dans un premier temps. Et ce n'est que plus tard, quand ces derniers auraient décidé de créer des esclaves génétiquement modifiés à partir des hominidés primitifs de la Terre, que les relations avec les reptiliens terrestres auraient alors dégénéré. On notera également la présence dans les tablettes sumériennes de conflits internes entre factions Anunnaki par rapport à la création incessante d'hybrides esclaves. Une guerre entre Anu, le dieu suprême Anunnaki, et son fils Enki à ce propos mit d'ailleurs un terme à la suprématie de ces dieux créateurs et à leur culte chez les hommes. Un dernier point idéologique peut encore être mis en relation entre les propos de Lacerta et les textes antiques de Mésopotamie. Si l'on considère que les Anunnaki sont à l'origine des grandes croyances monothéistes, notamment de par les fortes ressemblances entre les écrits de l'Ancien Testament et les textes antiques de Sumer, on peut supposer qu'une guerre entre reptiliens terrestres et Anunnaki aurait orienté l'idéologie de notre espèce, alors assujettie aux dieux sacrés de Sumer, vers une diabolisation des reptiliens, concordant une fois de plus avec les propos de Lacerta et les écrits antiques monothéistes. De très nombreux points de concordance, tant historiques qu'idéologiques, sont donc présents entre les propos de Lacerta et les traductions et interprétations des tablettes antiques sumériennes. Prochaine question. Que veulent les extraterrestres hostiles ? Différents minerais, parmi lesquels le cuivre pour leur technologie, ainsi que votre eau, ou plutôt, l'hydrogène qu'elle contient, qui est une source d'énergie pour le processus de la fusion avancée, et certains éléments de votre air. De plus, deux races s'intéressent particulièrement à votre corps, à vos tissus humains et à votre sang, car leur propre structure génétique est défectueuse à cause d'une mauvaise évolution et des radiations, pour ce que nous en savons. Ils ont besoin de séquences intactes en provenance de votre espèce ainsi que d'autres animaux, pour réparer leur système génétique encore et encore, mais ils ne sont pas capables de réparer complètement les défauts de leur ADN, parce que le vôtre n'est pas complètement compatible avec le leur. Ma propre espèce est absolument incompatible avec les leurs, aussi nous ne les intéressons pas. Ils essaient alors de provoquer des croisements entre eux-mêmes et vous en utilisant l'insémination artificielle, et des matrices artificielles. Nous supposons que la guerre à venir entre les trois races, ou entre vous et l'une d'entre elles ou bien les trois, se fera pour la conquête des minerais, de l'hydrogène, de l'air et de l'ADN. La réponse de Lacerta à cette question est à la fois terriblement anxiogène et extrêmement intéressante.
Elle nous apprend que les races exogènes hostiles présentes sur notre planète sont donc en quête soit de matières premières, minerais ou hydrogène, soit de notre génome. Bon, jusque-là, il n'y a rien de bien différent avec les diverses quêtes extraterrestres qui, a priori, en ont toujours, soit après notre or ou notre cuivre, soit après les hominidés de la Terre. Nous pouvons toutefois nous demander si la race exogène intéressée par notre ADN ne rechercherait pas plus particulièrement dans notre génome la partie issue de l'hybridation avec les Elohim, mentionnée par Lacerta. Nous pouvons penser que l'ADN d'une race extraterrestre appartenant à une civilisation avancée et donc technologiquement dangereuse serait plus simple à recueillir auprès de notre espèce docile et moins dangereuse que directement auprès de nos prétendus créateurs. De plus, le génome des Elohim, présent notamment dans notre ADN via les hybridations, doit de toute évidence être plus avancé que le nôtre d'un point de vue de l'évolution, et probablement beaucoup plus intéressant pour des manipulations génétiques. La dernière question qui va nous intéresser clôturera notre analyse. C'est la fin de l'interview. Voulez-vous dire une dernière phrase ou donner un dernier message ? Ouvrez vos yeux et voyez. Ne croyez pas seulement votre fausse histoire ni vos scientifiques, ni vos politiciens. Quelques-uns d'entre eux savent la vérité sur de nombreux sujets, mais ils ne veulent pas informer le public, afin d'éviter la confusion et la panique. Je pense que votre race n'est pas aussi mauvaise que certains de mon espèce le pensent, et que ce serait dommage d'assister à votre fin. C'est tout ce que je peux dire. Parcourez votre monde les yeux ouverts, et vous verrez, ou peut-être pas. Votre race est très ignorante. Ces quelques mots sonnent comme une conclusion particulièrement pertinente pour l'époque que nous traversons. Près de 10 ans après la date de cette présumée interview, les derniers mots de Lacerta, bien que légèrement méprisants quant à notre ignorance, sont toutefois extrêmement pointus. À l'heure où les peuples doutent de l'honnêteté et de la fiabilité du système dans lequel nous vivons, il serait quelque peu ironique que le meilleur des conseils nous ait été donné par une jeune étudiante reptilienne arrivant d'une civilisation terrée dans les tréfonds de notre planète. Comme vous l'aurez constaté au vu des quelques questions qui ont été sélectionnées pour cette analyse, le dossier Lacerta est extrêmement riche en informations, et nous encourageons toutes celles et ceux qui seraient intéressés par ce sujet à prendre connaissance de l'intégralité du dossier. Les données historiques, biologiques ou idéologiques sont une véritable source de questionnement et d'interrogation. Mais que pouvons-nous vraiment tirer de ce dossier et de ces informations ? L'analyse des questions sélectionnées soulève deux grandes conclusions. Premièrement, les informations que nous pouvons croiser avec les propos de Lacerta sont tout simplement extrêmement variées et surtout terriblement nombreux. Dans l'hypothèse où ce dossier soit une fraude, un simple canular, là où les personnes l'ayant écrit devraient avoir une connaissance extrêmement étendue, pouvant regrouper l'intégralité des concordances que nous avons relevées, et ce, en un seul sujet, en une seule histoire, qui, avouons-le, est plutôt cohérente dans l'écriture scénaristique. Mais maîtriser autant de sujets, dans autant de domaines différents, n'est pas à la portée de tous. Et le doute peut se présenter quant à la finalité pour une personne possédant autant de connaissances dans autant de domaines de réaliser un tel sujet, surtout au vu du gain final, qui, à notre connaissance, est nul. Il y a toutefois un argument de taille à présenter à l'encontre de l'authenticité du dossier Lacerta. Si autant de concordances peuvent être mis en corrélation avec les sujets abordés par cette prétendue reptilienne, aucun de ces faits, études ou observations, lui est postérieur, et toutes les informations qui peuvent y être rattachées étaient donc déjà connues ou accessibles avant 1999. Le dossier Lacerta n'apporte donc aucune nouveauté quant au sujet abordé ou aux corrélations que nous pouvons y adjoindre, exception faite d'une race reptilienne terrestre, originaire biologiquement de la planète Terre.
Hormis cela, aucune découverte, aucun fait nouveau survenu depuis cette date ne fut en mesure de venir affirmer ou conforter les propos tenus dans cette interview. Aucune preuve matérielle ou factuelle ne vient non plus étayer ce dossier. Et c'est donc uniquement sur le témoignage de Monsieur Hollet que nous devons nous baser pour juger de la véracité de ce dossier, toutefois fort intéressant. Chacun se fera donc sa propre opinion. Preuve d'une civilisation reptilienne terrestre pour certains, vulgaire scénario de science-fiction pour d'autres, ou encore sujet ne méritant même pas d'être traité pour les plus obtus, le dossier Lacerta est pourtant une source de questionnements incroyables, pouvant être mis en relation avec des dizaines de sujets différents. S'il s'agit d'un canular, reconnaissons au moins à son créateur le mérite de connaître son sujet, ou plutôt de connaître une multitude de sujets et d'être parvenu à les relier ensemble pour former une histoire cohérente. Et si le dossier Lacerta est authentique, alors notre histoire, passée comme future, risque bien d'être très différente de celle que nous pensions. Et cela signifie que nous ne sommes que des squatteurs illégitimes sur une planète appartenant à des reptiliens.